Nous allons parler ici de potentiel électrostatique. Et plus précisément, le potentiel électrostatique par une charge ponctuelle. On va d'abord retrouver le potentiel électrostatique à partir du champ. Donc pour ça, on va considérer une charge Q que je vais placer en haut. Et en plus, on va considérer une courbe qui va de A à B, qui fait des trucs comme ça, et qui, vous le voyez, est vraiment quelconque. Alors, il y a une chose qui est intéressante ici, c'est que si on fait le calcul de la circulation du champ créé par cette charge Q le long de AB, on obtient un résultat qui est extrêmement intéressant. Faisons ça. On va calculer d'abord la circulation élémentaire, c'est-à-dire si on se place en un point M, donc ici j'ai un déplacement que je vais tracer un peu plus long, mais vous comprendrez pourquoi. C'est bien un déplacement élémentaire que je vais appeler dl. Et ce déplacement élémentaire, le point auquel il se trouve, il y a un champ dans tout l'espace. Le champ en question, il est créé par la charge Q. Ce que je veux calculer, c'est la circulation élémentaire C qui est égale à E, produit scalaire, avec le vecteur élémentaire infinitésimal dl. Et donc, il se trouve que le champ E, je peux le calculer très facilement, puisque E, c'est le champ créé par une charge élémentaire, c'est-à-dire une charge ponctuelle, 1 sur 4 pi epsilon 0, multiplié par la valeur de la charge, divisé par la distance qui est là, R, et multiplié par une direction, le vecteur UR. Alors, bon ça, a priori, si on n'a pas plus d'informations, on ne peut pas faire grand-chose. En fait, si. On peut faire quelque chose de plus, et ce quelque chose de plus, c'est de se rendre compte que ici, on a un produit scalaire. Qui dit produit scalaire dit que la seule partie de ces deux vecteurs qui va être vraiment importante, c'est la projection de l'un sur l'autre. Donc on va décomposer dl sur E et sur la direction perpendiculaire. C'est-à-dire qu'on va décomposer dl en ce vecteur-là que je vais appeler... Alors, c'est quoi? Ce vecteur-là, c'est en réalité un vecteur qui est le long de la droite dirigée par UR. Et donc, je vais l'appeler, vous voyez, ce qu'on change finalement dans cette direction-là, c'est R. Donc, je vais l'appeler dr. Et le vecteur qui est ici, qui est perpendiculaire, je vais l'appeler dl perpendiculaire. Donc, je peux noter que dl, c'est la somme de ces deux vecteurs, dr, plus dl perpendiculaire. Dr, je peux aussi l'appeler autrement. Dr, vous voyez que c'est le déplacement selon R, enfin, oui, le déplacement selon R, fois le vecteur UR. Donc, je vais l'appeler dr UR. De façon naturelle, on se met en coordonnées, alors là, dans notre cas, en coordonnées sphériques, mais maintenant, on peut calculer plus facilement l'expression de delta C. Donc, delta C, ça va être E, c'est-à-dire 1 sur 4 pi epsilon 0. Je mets simplement ce que je viens d'écrire en place. Q sur R2 UR, produit scalaire, avec dr UR plus dl perpendiculaire, vecteur. Et vous voyez que ça me donne, je vais le développer, le 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R2, il reste facteur. Le UR, je le rentre à l'intérieur, c'est un produit scalaire, donc je fais dr UR, produit scalaire avec UR, plus dl perpendiculaire, produit scalaire avec UR. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens d'ailleurs, parce que le produit scalaire est commutatif. Et alors, vous voyez assez facilement que ça, UR scalaire UR, c'est un vecteur unitaire, donc ça fait 1. Et ça, étant donné que le vecteur UR et le vecteur dl perpendiculaire, par construction, ils sont orthogonaux, ça fait 0. Je reviens pour la suite. Je peux écrire le résultat, c'est que delta C, donc c'est Q sur 4 pi epsilon 0 r au carré, voilà, multiplié par, il reste que le dr. Je vais mettre
tout ce qui concerne R, je vais le mettre en produit ici, dr sur R au carré. Mais c'est en fait extrêmement intéressant. On va calculer donc la circulation du champ électrostatique entre A et B sur toute la courbe. Je vous rappelle donc que cette courbe est absolument quelconque et le champ, il est créé par notre charge. Je peux dessiner juste quelques-uns des champs qui sont créés. Le champ en ce point-là, et évidemment il existe partout, hein, le champ. À la limite, on peut le dessiner par exemple ici. Et donc la circulation de E, ça donne, c'est donc par définition l'intégrale de A à B de E de M au point M, donc dl, produit scalaire entre les deux, ces deux vecteurs. Et on a vu que E de M dl, c'est rien d'autre que donc l'intégrale de A à B de Q sur 4pi epsilon 0, j'ai oublié le epsilon 0, 1 sur R2 dr. On intègre ici sur R. C'est-à-dire que, si je reprends la courbe de tout à l'heure, on va intégrer sur toutes les petites avancées que va faire le rayon le long de cette courbe entre A et B. Donc comme on n'intègre que sur R, il faut que j'intègre cette expression-là. Et cette expression-là, vous voyez que c'est égal, je peux sortir les constantes, hein, que sur 4pi epsilon 0, intégrale de A à B de 1 sur R2 dr. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est de faire l'intégrale. A va avoir un rayon que je vais appeler RA, B va avoir un rayon que je vais appeler RB, et donc j'ai une intégrale tout à fait classique que je peux exprimer. C'est l'intégrale de R du rayon A au rayon B de 1 sur R2 dr. Voilà, alors ça on sait faire. Alors j'ai oublié, je me suis précipité, j'ai oublié Q sur 4pi epsilon 0, et je recommence, Q sur 4pi epsilon 0. Et donc, quelle est la primitive de 1 sur R2? C'est moins 1 sur R, pris entre RA et RB. Le résultat, ça va être toujours notre Q sur 4pi epsilon 0. Facteur 2, alors moins 1 sur RB, moins 1 sur RA, ou si vous préférez, Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur RA, moins 1 sur RB. Réécrivons-le. Voilà. Il y a une chose qui est absolument remarquable ici, c'est que cette expression ne dépend pas du chemin suivi. Donc ça ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Autrement dit, si je prends ma charge Q et que je prends le chemin entre A et B, ce chemin-là, ou si je prends ce chemin-là, j'obtiendrai exactement le même résultat pour la circulation. Ça, c'est absolument remarquable. Alors, ça devrait vous rappeler peut-être quelque chose. Il y a le même effet sur le calcul de l'énergie potentielle. Dans le cours, je vous demande d'essayer de trouver un lien avec l'énergie potentielle, et pour ça, de partir du lien entre le champ électrostatique et la force. Ceci dit, maintenant qu'on a cette expression-là, on va définir le potentiel V au point M quelconque. On va le définir, ça peut être au point A, au point B évidemment. On va le définir comme la chose suivante, Q sur 4pi epsilon 0 R, donc c'est cette expression-là. Mais comme ici on fait, en fait c'est une intégrale, ça peut être défini à une constante près, puisque la constante va disparaître quand on va faire la différence pour la circulation. Donc on dit que le potentiel électrostatique est défini par V égale Q sur 4pi epsilon 0 R, plus une constante. Alors, la constante, comment on la choisit? Très souvent, on n'est pas obligé, mais très souvent, la constante est égale à 0 s'il n'y a pas de charge à l'infini. Pourquoi? Parce que si vous faites tendre R vers l'infini, cette expression-là, Q sur 4pi epsilon 0 R, devient nulle, et donc à ce moment-là, on obtient uniquement la constante. S'il y a des charges à l'infini, ça devient un tout petit peu plus compliqué. On ne peut pas la définir comme étant nulle. En fait, l'idée, c'est de dire que le potentiel de M égale 0 à l'infini. S'il y a des charges à l'infini, à ce moment-là, alors par exemple, quand on prend un fil infini chargé avec une densité linéaire de charge jusqu'à l'infini, évidemment, là, on fait différemment. On dit, à un endroit donné, le potentiel est nul. Et puis, ce point, ou cette courbe, cette surface, on va l'utiliser un tout petit peu différemment.
Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder la relation entre le champ et le potentiel électrostatique. On en a une, on vient d'en avoir une. On en a quelques-unes. D'abord, il y a une relation différentielle. Si vous considérez la circulation ici entre A et B, vous pouvez dire que la circulation, c'est moins la variation de potentiel entre A et B, c'est-à-dire V de A moins V de B. Donc la relation qui existe, elle peut aussi s'exprimer du point de vue infinitésimal, c'est-à-dire ici si je prends la définition, un tout petit élément de circulation, ce petit élément de circulation, vous pourrez écrire à un moment que c'est égal à moins dV, au lieu de dire delta V, parce que delta V, c'est si vous faites une variation macroscopique, on va dire, alors que si vous faites une variation microscopique, vous allez de A en B. Si B est tout proche, tellement infiniment proche de A, vous obtenez ici, non pas delta V, mais dV. Et donc voilà la première relation, c'est que la variation différentielle du potentiel au point M ou autour du point M, c'est moins E au point M, produit scalaire, avec des L. Vous pouvez aussi exprimer ce qu'on appelle une relation locale, V étant une fonction en un point donné. Donc V est une fonction scalaire de l'espace. En tout point 2, vous pouvez définir le potentiel électrostatique s'il y a des charges. Si on n'a pas de potentiel, il est nul. Vous pouvez exprimer ça en disant que la variation, on avait vu que la variation du potentiel dV pouvait s'écrire comme le gradient de la fonction elle-même produit scalaire avec dl. On a fait ça en cours quand on a fait la définition du gradient. Donc vous avez gradient de v scalaire dl, revoyez votre cours. dl étant en fait un DOM, vecteur élémentaire d'un point m à un point m' infiniment proche. Puisque dv de m c'est moins e scalaire dl, j'identifie gradient de v et e, et j'en déduis que E, c'est moins gradient de V de M. Alors, c'est en fait l'expression que vous retenez le mieux, pour une raison que j'ignore. Donc on dit que le champ électrostatique dérive du potentiel V. Si vous vous placez à une dimension, si par hasard votre problème est à une dimension, le gradient, c'est ni plus ni moins que la dérivée. Je vous rappelle, le gradient, c'est donc moins dv sur dx, pardon, moins le gradient, c'est moins dv sur dx, moins dv sur dy, moins dv sur dz. Et donc, si vous vous mettez à une dimension, vous voyez qu'ici, vous avez dv sur dx, donc vous avez uniquement une différentielle, non pas une dérivée partielle, mais une dérivée totale exacte. Et donc, E, à ce moment-là, c'est moins dv sur dx, ux. Ux, pourquoi? Parce que ici, on est sur ux, uy, uz. Alors, juste un point intéressant, c'est la définition de ce qu'on appelle les surfaces équipotentielles. Une surface équipotentielle, on est en 3 dimensions, c'est une surface, donc c'est l'ensemble des points d'une surface qui se trouvent au même potentiel. Où donc V de M sera égal à une constante. Alors, à 2 dimensions, on a des lignes équipotentielles, puisque c'est une coupe d'une situation à 3 dimensions. Et si par contre, vous avez une charge ponctuelle, donc si V c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R, donc ça, imaginons que c'est une constante, et bien qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rayon R, c'est la seule variable qu'il y a dans l'expression du potentiel, dans ce cas précis. Donc ça veut dire que R, c'est une constante, et cette constante, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 K. Mais si R est une constante, ça veut tout simplement dire que les surfaces équipotentielles sont des sphères centrées sur la charge Q, ou plus exactement sur la position de la charge Q. Et donc voilà un exemple pour une charge ponctuelle, un exemple de ce que peuvent être les surfaces équipotentielles. Alors ici, vous avez une charge au centre. Les lignes équipotentielles, en réalité, parce qu'on est en 3D, ce sont des sphères, mais les lignes, parce qu'en coupe, ça donne des lignes,
Et les lignes de champ, elles, sont donc cette fois-ci vraiment des lignes pour lesquelles E est toujours tangent à ces lignes. Donc ce sont des demi-droites qui partent, parce que E est radial, qui partent du centre et qui vont vers l'infini.